à tous. L'intelligence artificielle sera au cœur de cette émission. Aujourd'hui, on va parler de l'IA qui entre à l'école, dont les écoliers s'emparent depuis le phénomène ChatGPT. On verra quels enjeux sont à relever du côté de l'éducation nationale, des professeurs, même de l'université et des grandes écoles. On en parle avec deux experts qui sont déjà installés en plateau. On ouvrira cette édition pour parler du grand projet, du magnifique projet de l'INRIA de l'UNESCO, créer la bibliothèque d'Alexandrie du logiciel. Ce projet a déjà 5 ans, même 6 ans. On verra où il en est avec Roberto Di Cosmo dans quelques instants. Et puis, deuxième partie, on parlera d'une femme entrepreneur dans la tech. Ce sera le portrait dressé par Olivia Strigari comme régulièrement. Rendez-vous avec elle et on terminera cette édition par notre chronique Où va le web avec cette actu autour de Sorare qui a gagné la première ligue. Mais tout de suite, donc, bibliothèque d'Alexandrie du logiciel, c'est l'interview dans Smart Tech. Avec moi en plateau ce matin, Alain Goudet, directeur général adjoint en charge du numérique et professeur de marketing à la Neoma Business School. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec Guillaume Leboucher, fondateur et président de la fondation l'IA pour l'école. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Et tous les deux, vous allez nous aider à comprendre un peu ce qui se passe là avec l'arrivée de ChatGPT, de Bard demain, cette intelligence artificielle qui débarque à l'école. Qu'est-ce que ça bouscule? Quelles questions ça pose et comment on s'organise surtout face à ça? Ce sera donc notre grand Tech Talk aujourd'hui dans Smart Tech. Mais d'abord, je propose que l'on se connecte avec Roberto Di Cosmo, qui porte un projet extraordinaire, le projet de créer la bibliothèque d'Alexandrie du logiciel. C'est comme ça que je le présente assez simplement. C'est un projet qui est né en France, sous l'impulsion d'INRIA et en partenariat avec l'UNESCO, mais c'est un projet qui a une envergure internationale. Bonjour Roberto. Bonjour Delphine. Alors, vous êtes professeur d'informatique de l'Université Paris-Cité, détaché d'INRIA depuis que ce projet a émergé grâce à vous, notamment en 2015. C'est une initiative, je disais, internationale à but non lucratif. Donc, vous êtes le directeur aujourd'hui. Et il y a quelques jours, s'est tenue une grande réunion donc pour fêter les 6 ans, 7 ans. Je n'ai pas très bien suivi quelle était la date exacte anniversaire, parce que j'ai vu plusieurs informations non concordantes à ce sujet, Roberto Di Cosmo. Mais la vraie question, c'est que fêtiez-vous exactement? Où en est le projet? Quelle est votre principale réussite, je dirais? Voilà, merci. Effectivement, on va essayer de remettre un peu d'ordre dans la chronologie. Il n'y a pas de problème. Effectivement, le projet est né un peu autour des 2014-2015. On a dévoilé notre réalité géographique publique le 30 juin 2016. Donc, vous voyez, donc en 2021, on avait fêté les 5 ans à l'UNESCO, mais c'était en période des Covid, des confinements, c'était assez compliqué. Et donc cette année, on a décidé de transformer l'événement qu'on avait créé pour fêter les 5 ans dans une conférence annuelle qui se répète tous les ans. Et donc cette année en particulier, on a eu la chance de pouvoir faire venir les directeurs adjoints de l'UNESCO, qui était M. Tofi Derassi, la directrice de la DINUM, Mme Stéphanie Scher, un représentant de la NASA, Steve Crawford, qui était là, les présidents de l'association EOSC, la European Open Science Cloud, Karel Luyben et d'autres. Donc pour un grand événement le matin dans lequel on a essayé de faire les points sur tous les sujets dans lesquels avoir une grande infrastructure internationale. Donc cette grande bibliothèque d'Alexandrie d'un côté, mais c'est aussi un très grand télescope pour observer l'évolution de la galaxie du développement logiciel est important. Et là, c'est pour les patrimoines culturels, c'est pour la recherche, c'est pour l'industrie et c'est pour l'administration publique. Donc, on a essayé de regarder tout ça et ensemble, avec une très grande communauté qui est en train de se monter autour des collaborateurs, d'ambassadeurs du projet et des collaborateurs des tout types. Et là, voilà. Aujourd'hui, plus de 14 milliards de fichiers uniques archivés déjà. Mais ça représente quoi proportionnellement à la masse existante actuellement? Si vous voulez, il y a quelques années, je vous aurais dit peut-être qu'on en a récupéré un quart de ce qui existe. Là, on s'approche un peu, pas mal de la totalité. C'est-à-dire, on a vraiment les plus grandes plateformes sont presque entièrement archivées. Donc, GitHub qui est le plus populaire, ou alors GitLab, ou Bitbucket. Et alors, sur votre émission, je pense que les auditeurs connaissent tout ça comme plateforme. Donc, on les a tous archivés et on commence à aller chercher la longue traîne des petits projets, petites plateformes qui sont éparpillées un peu partout sur Internet, mais ça progresse vraiment pas mal. Donc là, à nouveau,
C'est difficile de dire ce qu'on a par rapport à ce qu'on ne sait pas, mais disons que si on dit 80-90% du total qui est disponible sur la planète, je pense qu'on n'est pas très loin de la vérité. Et donc aujourd'hui, c'est la plus grande archive mondiale de code source de logiciels qui a été créée. Vous avez commencé à nous donner quelques pistes sur l'utilisation. À qui ça sert? À quoi ça sert déjà aujourd'hui? Bah, si vous voulez, effectivement, vous voyez, quand on parle des bibliothèques d'Alexandrie, peut-être que les gens se disent: Ah oui, mais la bibliothèque d'Alexandrie a brûlé. Alors, vous inquiétez pas, on a pris des mesures parce que ça ne brûle pas, c'est la version moderne, on fait des copies. Mais en plus, des fois, peut-être qu'on a l'idée de quelque chose voilà, d'un vieil archive poussiéreux où on met des choses qu'on va regarder peut-être dans 50 ans. Non, non, non. Là, ce qui est sur Terre, c'est vraiment complètement différent. C'est une infrastructure dans laquelle, bien sûr, on a un archive, donc on protège, on préserve tous les codes sources depuis les débuts de l'informatique, de l'usage de l'informatique. Mais on a aussi ce qui a été développé hier soir par un développeur, et on a la trace de qui a modifié quoi, quand, à quel moment et pourquoi. Donc tout l'historique du développement des codes sources. Et on est capable aussi de voir si les mêmes bouts de code, les mêmes logiciels est utilisé à plusieurs endroits. Vous voyez, dans le développement moderne, ça arrive très très souvent qu'on fasse des copies d'un logiciel pour faire des modifications. Après, on les soumet aux autres, ce qu'on appelle les pull requests aujourd'hui. Donc finalement, ce n'est pas seulement les 14 milliards des fichiers uniques qui viennent des 200 millions de projets différents, mais c'est aussi un gigantesque graphe qui retrace tous les développements de tous les codes qui contiennent aujourd'hui plus de 25 milliards de nœuds et 350 milliards d'arrêts. Donc c'est probablement les plus gros graphes sociaux publiquement disponibles aujourd'hui. Il y en a d'autres graphes, les web, etc. Mais disons, publiquement disponible, pas possédé par une multinationale. Je pense que ce que nous avons construit est le plus grand. Évidemment, il y a des applications en cybersécurité, il y a des applications pour la recherche, on construit une infrastructure pour la science ouverte. Les chercheurs déposent les codes sources qui seront utilisés pour prouver les résultats dans leurs articles, vous voyez. Pour l'administration publique qui a besoin de transparence, de mettre à disposition des codes, et aussi pour reconstruire l'histoire des logiciels marquants de l'informatique. Alors, vous avez évoqué très rapidement la question de la sécurité de l'archive. Quelles sont les technologies d'archivage que vous utilisez? Parce que j'ai vu que lors de votre événement, il y avait tout un thème autour du stockage sur ADN. Ah ben absolument, effectivement. Ça, c'est la nouveauté de cette année, c'est qu'on a décidé de mettre une session un peu plus, si on veut passer les termes, un peu plus geek, un peu plus technique dans ces événements qui sont normalement de nature un peu plus politique. Donc là, on s'intéresse effectivement à faire en sorte qu'on puisse préserver les codes aujourd'hui, c'est-à-dire en faire plusieurs copies de façon qu'on puisse analyser plus facilement et que, bon, s'il y a un accident technique aussi, on se fait pirater, ce qui peut arriver à tout le monde. Donc, nous, on ne prétend pas d'être meilleur que les autres, mais qu'il existe des copies ailleurs. Donc, il y avait un haut responsable de l'ENEA, c'est une sorte de COA italien, là, qui va construire les premiers miroirs mondiaux dans les centres de superordinateurs qui est localisé à Bologne, dans lequel il y a des quatrièmes ordinateurs mondiaux, qui est en partie italien, en partie européen. Mais on s'est aussi intéressé à comment on pourrait préserver ce type de connaissances sur les très long terme avec des coûts très faibles. Et donc là, on a eu l'intervention de Marc Antonini, qui est le porteur d'un projet spectaculaire ici en France, qui s'appelle Molecular Archive, qui vise à utiliser des brins d'ADN ou alors des polymères, si vous voulez, pour stocker de l'information sur les très 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 long terme. Vous voyez, l'ADN a la particularité qu'il peut durer très longtemps et ça ne coûte rien de le maintenir, il suffit que ça soit un peu à l'abri de l'humidité. On est encore incapable de séquencer aujourd'hui l'ADN des mammouths qui ont existé il y a des centaines de milliers d'années. Et ils sont toujours là, hein, les brins d'ADN, on peut le faire. Donc, si on arrivait à encoder les logiciels importants, après il faut décider lesquels, dans ce type de technologie, on serait capable de les préserver pour 10 000 ans sans aucun problème. Mais bon, ça, c'est les très, très, très long terme. De l'autre côté, on a les courts termes, c'est-à-dire avoir des copies à côté des superordinateurs qui permettent de faire des analyses massives, effectivement, de trouver des vulnérabilités, de pouvoir suivre. Vous parlez aujourd'hui d'intelligence artificielle, je ne vous cache pas qu'on est contacté par pas mal de gens qui veulent faire l'équivalent d'un chat GPT, mais en utilisant SoftwareBlade comme base plutôt qu'aller savoir qu'est-ce qui a été utilisé pour entraîner les réseaux neuronaux, des temps à l'heure, j'ai mon italien qui me remonte, et dans ces autres plateformes qui sont fermées.
Donc, il y a tous ces types d'applications. Et le troisième, qui était une autre technologie portée par un collègue italien qui est un des meilleurs chercheurs dans les domaines, qui était compresser l'archive. Comment faire? Là, par exemple, est-ce que tous les développeurs de la planète pouvaient avoir des mains sur leur propre machine, sans passer pour un serveur maintenu par je ne sais pas qui, l'ensemble du code développé dans leur propre langage de programmation avec un moteur de recherche qui les aide à aller très facilement ce qu'ils ont besoin. Vous voyez, donc il y a un foisonnement des technologies diverses parmi les plus fascinantes. C'est sous l'ADN, évidemment, c'est celle qui nous a fait un peu tous rêver, mais c'est plutôt à l'horizon 5 à 10 ans. Oui, et puis c'est vrai que se posera la question de quel logiciel mérite d'être archivé sur un brin d'ADN. Alors, ce logiciel, il prend une place majeure dans notre société numérique. Là, il ne s'agit pas uniquement d'aller créer une archive de logiciels libres. Vous travaillez aussi avec des partenaires, des acteurs privés du monde numérique, Roberto Di Cosmo. Oui, tout à fait. Mais alors, d'abord, il faut quand même voir que moi, je suis dans ces mondes logiciels libres depuis un peu plus d'un quart de siècle, ce qui ne me rajeunit pas, malheureusement, mais disons qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, même les plus fermées, les plus propriétaires au monde, ont tous un usage massif du logiciel libre parce que c'est juste trop difficile de tout reconstruire tout seul. Donc, on se base sur le travail des autres. Donc, c'est là-dedans qu'on a concentré l'essentiel de notre énergie, c'est-à-dire archiver le plus rapidement possible tous les codes des logiciels qui sont publiquement disponibles, ce qui est un peu plus que le logiciel libre. Publiquement disponible peut être un logiciel qui dit vous pouvez l'utiliser, mais seulement pour un usage de recherche, par exemple. Donc, on archive évidemment tout ça. Mais on va aller plus loin, parce qu'effectivement, on veut récupérer des logiciels historiques qui étaient fermés. Et donc là, on travaille avec des réseaux, des musées de l'informatique à niveau international. Il faut aller convaincre un par an les entreprises de céder des droits pour qu'on puisse les mettre disponibles de tous. Et on réfléchit aussi à la possibilité de fournir un service aux entreprises, d'avoir une sorte de tiers de confiance dans lesquels les codes sources propriétaires aujourd'hui, mais qui pourraient être d'intérêt global dans les futurs, puissent être stockés en sécurité. C'est ce qu'on appelle les software code dans la terminologie un peu technique d'aujourd'hui. Mais disons, ça, c'est aussi une piste construite, mais pour l'instant, on se concentre sur la grande masse de tout ce qui est ouvert, parce que ça grandit très vite. On a observé que, si vous voulez, la taille de notre propre archive double tous les 2 ans. Vous voyez, c'est assez spectaculaire, la quantité de nouveaux codes qui sont produits. Là, vous voyez à nouveau, pour revenir sur ces questions d'intelligence artificielle. Donc, on va vous dire qu'il n'y aura plus besoin de développeurs parce que, voilà, maintenant, tous les robots, ils vont faire tout à notre place. Là, moi, j'ai un certain âge qu'on voyait à la couleur de ma barbe. Donc, ça doit être la 5e ou 6e itération des buzzwords qui vous disent c'est la fin de la programmation. Il y avait les langages de 5e génération, les prologues, les IDE, les modèles driven engineer, tout ça. Chaque fois, on vous dit qu'on a besoin de moins de programmeurs parce que c'est fini, c'est tout automatisé. Et chaque fois, on a plus de développeurs à la fin parce que ces nouvelles technologies, en réalité, nous permettent d'aller plus vite et de faire plus des choses. Donc, on fait moins des choses bêtes et plus des choses, entre guillemets, intelligentes. C'est comme quand on a pris des calculettes pour aller à l'école, ça ne nous a pas rendu forcément moins intelligents. Donc, je pense que c'est là aussi. Roberto Di Cosmo, je pense que mes invités vont acquiescer. Vous avez une réaction sur ce... Vous connaissiez déjà ce projet, Software Heritage ? Alors moi, j'ai un petit peu travaillé dessus parce que je travaille aussi un petit peu avec l'INRIA. Donc l'idée, c'est vraiment de saluer cette initiative qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on parle souvent des big tech qui ont des moyens colossaux. Là, il y a beaucoup de moyens universitaires, il y a beaucoup de rassemblements de savoir à, on peut dire, l'extrémité de la planète. Et c'est ça qui est formidable. Je vois qu'il y a la loi de Moore sur les cartes mères, mais là, on vient de citer la loi de Moore sur le logiciel qui double tous les 2 ans. Donc c'est fantastique et je crois qu'on peut être qu'émerveillé par ce type d'initiative, quoi. Une réaction également ? Oui, c'est vrai que c'est un très très beau projet et on voit bien que l'ensemble des fondamentaux du monde d'aujourd'hui sont présents dans ce projet. On l'évoquait, doublement de la donnée ou du nombre de logiciels, enjeu de stockage de cette donnée avec des explorations de technologies extrêmement intéressantes pour le futur. Alain Goudet, Guillaume Le Boucher, vous restez avec moi. On va enchaîner, nous, sur cette question de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça bouscule dans le domaine de l'éducation ? Roberto Di Cosmo, merci encore beaucoup, à la fois pour votre initiative, mais aussi pour venir nous en parler et nous permettre de suivre ce beau projet Software Heritage dont vous êtes le fondateur et le directeur. À suivre donc dans Smart Tech, le Tech Talk, tout de suite.
On parle des défis de l'arrivée de l'intelligence artificielle à l'école. À l'école avec ChatGPT, puisque tous les élèves sont capables aujourd'hui de s'en emparer et de rédiger leurs devoirs avec ce nouvel outil, on va l'appeler comme ça. Donc est-ce que par défaut, du coup, les élèves deviennent tous des tricheurs potentiels, présumés, suspectés? Comment les professeurs peuvent s'organiser face à l'arrivée de cette nouvelle technologie? On en parle avec Alain Goudet, directeur général adjoint en charge du numérique et professeur de marketing à Neoma Business School. 3 campus en France. Oui, tout à fait, sur Reims, Rouen et Paris. Ok. École présidée par Michel-Édouard Leclerc. Oui. Très bien, dont la vocation est de former les managers de demain, donc éclairés sur le sujet des technologies, c'est-à-dire ni dans le noir et l'obscurité en ne sachant pas ce dont on parle, ni illuminés par rapport à ces sujets-là, puisqu'il y a des notions de juste équilibre et de bon usage de ces technologies. Bon, et vous êtes par ailleurs entrepreneur à multiples reprises, et vos thèmes de réflexion et d'activité sont les technologies comme l'intelligence artificielle, la robotique ou les objets connectés. Avec vous pour ce débat, Guillaume Leboucher, fondateur, président de la fondation l'IA pour l'école, également entrepreneur du numérique, dans l'innovation. On vous a connu pour avoir fondé Open Value, société de conseil en data et intelligence artificielle qui a été rachetée par le groupe La Poste. Et donc désormais, vous êtes au sein de ce groupe La Poste et plus précisément de la filiale numérique d'Ocapost en charge de la data et de l'IA. Vous avez, avec la fondation l'IA pour l'école, organisé les assises récemment au sein de l'Institut de France. Et j'imagine que cette question de l'arrivée de l'IA avec ChatGPT est arrivée, a surgi un peu de manière précipitée dans vos débats, non ? On a eu une très belle actualité grâce à ce qu'on appelle effectivement ChatGPT, on appelle ça l'IA générative, oui. C'est-à-dire l'IA qui se met à produire du contenu. Et effectivement, on a réuni 300 élèves, chefs d'établissement, professeurs, avec des grands penseurs de la tech, de la technologie. Et notre réflexion, c'est de savoir, est-ce que la tech peut permettre à apprendre ? Est-ce que la technologie, est-ce que ChatGPT va améliorer les apprentissages ? Alors certains disent qu'il faut disputer les élèves parce qu'ils vont faire leurs devoirs. Moi, je crois que c'est une opportunité incroyable, extraordinaire. On peut parler de révolution anthropologique. C'est comment la machine va accompagner l'homme pour apprendre, pour développer son savoir. Bien entendu, ça pose des questions éthiques, ça pose le sujet de qu'est-ce que développer un esprit critique, mais en tout cas c'est formidable. Ce que j'ai pu voir lors de ces assises qu'on a eu la chance d'organiser à l'Institut de France avec le chancelier Xavier Darcos, c'est qu'il y a un intérêt très fort des professeurs de vivre ce questionnement. Vous les avez trouvés dans quel état, les professeurs, là, avec l'arrivée de ChatGPT ? Alors, dans tous les états. À la fois passionnés, anxieux, oui. Intéressés, critiques, de bonne humeur, de mauvaise humeur. Tout simplement, qu'est-ce qu'on peut noter, c'est que quand on voit arriver un outil d'IA générative comme ChatGPT, on peut dire, est-ce que l'intelligence humaine est remplacée ? Moi, je ne pense pas du tout. Et ce qu'on essaye de discuter, de discerner avec eux, c'est comment on peut utiliser cette intelligence artificielle. Moi, j'aime bien parler aujourd'hui d'informatique augmentée ou d'information assistée. Ça reste des mathématiques, ça reste de la statistique, ça reste de l'informatique qui doit être mis au service des apprentissages. Et le thème, c'était aussi de voir où en est l'intelligence humaine, finalement, par rapport à l'intelligence artificielle. Et à la Neoma Business School, ils sont dans quel état, les professeurs, avec ChatGPT ? Un petit peu comme l'évoquait Guillaume, c'est vrai qu'il y a énormément de questionnements. Je crois qu'un outil comme ChatGPT vient vraiment interroger le rôle du professeur et notamment le rôle des évaluations. Et donc réadresse la question du processus d'apprentissage. Quelles sont les étapes importantes ? À quoi sert l'école ? Et quelles sont donc les missions du professeur ? Parce qu'on a vu des réactions, notamment Sciences Po qui a publié un communiqué. Nous interdisons l'utilisation de ChatGPT. On peut tout à fait le décréter, mais je ne vois pas comment on peut l'imposer et s'en assurer. Alors, là, on a senti une petite réaction de panique quand même. Oui, je crois qu'en fait, on est sur une logique quand même de marché, c'est-à-dire qu'il y a finalement une arrivée assez forte, alors sur une technologie qui n'est pas récente, mais médiatiquement en tout cas, et d'un point de vue commercial, l'incursion est extrêmement forte, puisqu'aujourd'hui, OpenAI, c'est 100 millions d'utilisateurs, ça a été 1 million d'utilisateurs en 5 jours, c'est-à-dire l'adoption la plus rapide. Et de fait, on peut avoir le sentiment d'une nécessité de se positionner
pour ou contre très rapidement. Nous, on a regardé un petit peu ce que ça impliquait en fait sur notre fonctionnement, donc notamment sur les sujets du plagiat, de la fraude, etc. Aujourd'hui, les choses sont très claires en fait dans la plupart des règlements des écoles ou des universités. C'est que le plagiat n'est pas autorisé et quand on utilise finalement le texte de quelqu'un d'autre, soit on est entre guillemets et on cite explicitement l'auteur de ce texte, soit ça a servi de base à la réflexion et on doit là aussi sourcer l'origine de sa réflexion. Et du coup, nous on a pris une optique un peu différente qui est de dire on va partir du principe que cet outil va être utilisé par nos étudiants et on va les accompagner en revanche à l'utiliser de manière efficace, correcte et surtout à le citer de manière efficace et Alors, il y en a d'autres qui disent qu'il faut arrêter les devoirs à la maison, finalement. Ça n'a plus aucun intérêt. Alors, une des vraies questions qui se pose, une des vraies questions qu'on pourrait déjà retourner à nos chers professeurs, c'est pourquoi les élèves ont du mal à faire leurs devoirs. Pourquoi ils n'aiment pas ça. Ouais. Peut-être qu'un outil comme ChatGPT ou Bard, toute cette IA générative, vont permettre de redonner envie d'apprendre par soi-même. La vraie question qui se pose, c'est quel est le rôle de l'enseignant, quel est le rôle de la classe ? Moi, j'ai une question que je pose souvent devant les professeurs, qui les met parfois un petit peu en boule. C'est qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui dans une salle de classe et qu'est-ce qu'on apprend à l'extérieur ? Tout simplement pour ouvrir le débat. Je crois que la première chose que doivent faire les enseignants, c'est d'abord de redevenir élève, d'être le premier élève de la classe en se disant qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'a dit Michel Serres dans Petite Poussette il y a 10 ans, en fait les 10 ans de Petite Poussette, maintenant, tenant le monde entre sa main, Petit Poussette peut, avec ses petits pouces, acquérir tous les savoirs. Donc la vraie question, c'est d'inviter les professeurs à reprendre la place de l'élève et à tester, d'expérimenter, critiquer bien entendu, parce que c'est ce qu'on dit au sein de la Fondation, on souhaite développer l'esprit critique, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un nombre infini d'innovations qui vont sortir et qui méritent d'être regardées. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation de ChatGPT à l'école ? Alors, du point de vue de l'étudiant, en fait, ChatGPT va permettre de faire une synthèse, par exemple, extrêmement rapidement et va surtout éviter le syndrome de la feuille blanche. L'esprit humain est très en difficulté quand il doit partir de zéro. En revanche, quand il part de quelque chose déjà existant, même si ce document ou ce contenu va être remanié à 90 ou 95%, ça va être beaucoup plus facile, en fait, pour réaliser une action ou une Donc, vous voulez dire une que création. à partir de cette base, il va pouvoir apporter de l'intelligence, justement, à son devoir. Nous, on est convaincus que de toute façon, ce genre d'outil n'apporte pas une solution toute faite, prête à l'emploi. Aujourd'hui, il y a énormément de limites, énormément de défauts, on en parlera peut-être, et du coup, l'intelligence humaine est nécessaire. C'est nécessaire au début, dans la manière dont on interroge ces IA génératives avec ce qu'on appelle le prompt, et c'est nécessaire à l'analyse de la sortie, c'est-à-dire du résultat, pour évidemment améliorer le résultat et le rendre tout à fait pertinent par rapport à ce qu'on souhaitait produire. Inconvénients. On va quand même parler des inconvénients. Les inconvénients, c'est de croire que ça va remplacer l'homme. Donc, il faut apprendre à développer. Moi, je dirais le premier avantage, je reste sur les avantages, ça va développer l'intelligence humaine. Ça va nous convoquer encore plus à développer notre cerveau. Ça va aussi nous inviter à travailler sur l'arrivée des neurosciences dans l'éducation. On saura dans 10 ans. Ou dans 15 ans, pourquoi des enfants ont des troubles d'attention, pourquoi des enfants apprennent mieux les mathématiques que d'autres, ou l'histoire ou le français. Donc, quelque part, la grande force, c'est de convoquer l'intelligence humaine et l'esprit critique. Alors, les inconvénients, c'est quoi ? C'est qu'effectivement, on est dans la peur. Moi, j'ai relu un peu une phrase de Marie Curie qui dit que rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Ça nous oblige effectivement à quitter les émotions. J'aime bien citer aussi la phrase de Bill Gates qui dit souvent qu'on surestime une technologie à 2 ans, on la sous-estime à 10 ans. Je crois qu'il faut passer ces 2 ans un petit peu spectaculaires, un petit peu donc émotionnels, pour entrer dans un travail de fond. On verra comment la Bibliothèque Alexandrie utilisera ChatGPT pour coordonner, faire avancer sa recherche. Néanmoins, les inconvénients, j'allais dire qu'il faut il y en aura forcément. Les questions d'éthique, les questions de biais. J'ai vu la semaine dernière que la Commission européenne se positionnait pour poser les limites de tous les biais éthiques ratio dans ChatGPT, donc ça ils ont besoin d'être creusés. On a le ministre Jean-Noël Barrot, ministre français du numérique, qui invite effectivement il y a toute une mesure, c'est-à-dire la communauté à s'intéresser aux questions éthiques que cela pose. Alors il y a des questions éthiques incroyables. Mais ça va prendre du temps, ça. Ça prend du temps. Le problème, c'est que c'est à l'école, c'est tout de suite maintenant. C'est tout de suite. J'ai vu l'autre jour des étudiants en médecine qui révisaient leur cours en interrogeant ce que disait Alain, en faisant quelques prompts pour interroger quelques définitions de molécules.
molécule. Donc si l'outil se trompe, effectivement, tout le monde se trompe. Donc c'est là où, quelque part, il faut prendre beaucoup de mesures. Ce qui va être intéressant dans ce marché absolument incroyable, ChatGPT est sorti, Bard vient d'être lancé par Google, Baidu a annoncé une nouvelle IA générative dans les semaines qui viennent. C'est déjà le match entre les grands acteurs de la Big Tech. C'est comment chacun va se positionner. Ce qui est assez marrant, c'est de voir que Google, qui vient du grand public, finalement, est en train de se démarquer dans l'IA sur tout ce qui est le domaine de la protéine et de la santé. Et c'est marrant de voir comment Microsoft, qui est un acteur de B2B, se positionne sur le B2C en soutenant massivement ChatGPT. C'est la revanche sur la bataille des moteurs de recherche. Il y a beaucoup de sous-batailles qui se créent et qui sont absolument incroyables à assister. Alors, est-ce que la solution, c'est aussi l'arrivée de ces logiciels qui permettent de détecter quand un devoir a été réalisé par une intelligence artificielle ? Alors, c'est une piste, effectivement, l'utilisation de ces logiciels pour détecter. Et maintenant, aujourd'hui, on parle de modèles de données, on parle donc quelque part de signature par la structure du texte, les mots utilisés, la structure grammaticale, etc. Sauf que du coup, la conséquence de ça, c'est que ces modèles ne sont pas extrêmement fiables. Ces outils ne sont pas très fiables. Donc, en fait, je crois que ce qu'il y a d'important, c'est justement de faire de ces outils comme Bard ou ChatGPT un allié dans l'apprentissage. On l'évoquait sur l'esprit critique et on évoquait la notion de biais. En fait, c'est extrêmement intéressant que d'expliquer comment fonctionne ce type d'outils sur des modèles de données, que ces données ont été générées par la captation de données existantes sur Internet, donc avec des biais culturels, ne serait-ce qu'avec des biais de langage, et de permettre justement aux étudiants d'explorer toute cette variété finalement de biais pour justement aller les emmener vers développer son esprit critique et être finalement quelque part non plus focalisé sur je donne la bonne réponse au professeur, mais focalisé sur je vais me servir de cet outil pour mieux apprendre et mieux explorer un concept, une méthodologie ou une approche. On peut aussi imaginer que l'élève construise son devoir et ensuite aille vérifier avec ChatGPT s'il y a peut-être d'autres notions à explorer, d'autres citations d'œuvres en correspondance avec le sujet. Exactement. Moi, j'ai vu comme vous que Stanford voulait lancer un anti-ChatGPT. Oui. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ce qui va être intéressant, c'est comment les étudiants vont lancer un anti-ChatGPT pour voir comment on peut contourner. D'une certaine manière, si ça fait évoluer à la fois l'intelligence humaine et les savoirs, c'est une très bonne chose. Après, si c'est de partir dans une logique qu'il faut interdire pour interdire, on sait où ça mène ce genre de réflexion. C'est un petit peu illusoire de dire à des jeunes pour le monde qui démarrent dans le monde et la vie active qu'il faut se priver des meilleures technologies du moment, quoi. Et au-delà de ça, on voit qu'il y a un mouvement très fort du marché, puisque Microsoft a annoncé hier l'intégration de l'équivalent de ChatGPT, en tout cas une version modifiée, dans Word, dans PowerPoint, dans Outlook, c'est-à-dire dans les outils du quotidien dans toutes les entreprises. Donc une fois encore, se baser sur une logique de interdire techniquement, c'est extrêmement compliqué. C'est surtout à l'encontre de l'évolution du monde aujourd'hui. Même, on peut dire. Mais comment est-ce que cette IA générative peut devenir un allié quand même du professeur ? Ça peut devenir... Est-ce que le professeur il est outillé lui-même pour en faire un allié ? Ce qu'on disait tout à l'heure, apprendre à se reformer, redévelopper son esprit critique. L'IA générative, c'est quoi ? C'est du contenu qui est absorbé par des algorithmes et qui est resservi en fonction qu'on fasse une requête. Et cette requête, j'allais dire, elle peut être différente en fonction des pays, en fonction de la nature, de l'environnement, de l'actualité. Faut savoir qu'aujourd'hui, tout le monde parle de ChatGPT, mais c'est une base de données quelque part qui s'arrête à fin décembre 2021. Donc on se prive de tout 2022. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment, par métier, par thématique, on pourra rentrer dans une information encore plus sélective qui va faire tout simplement évoluer soit la recherche, soit les savoirs en école ou en entreprise. Sur les risques, on parlait de l'éthique, les risques aussi de penser qu'on a affaire à un sachant finalement, à un meilleur professeur que notre professeur quand on interroge ChatGPT. Comment est-ce qu'on peut régler ce problème ? Moi j'aime bien dire qu'on n'est pas face à un nouveau professeur, on est face à une nouvelle calculette. Donc c'est la calculette, c'est à la fois la mémoire et on va dire la CPU. Mais est-ce qu'il est crédible le professeur s'il dit ça à son élève en classe ? Je crois que c'est tout l'enjeu. Tout l'enjeu est de dire que les professeurs disent aux élèves, oui, vous avez une chance extraordinaire, vous vivez dans une époque incroyable, d'une des plus belles révolutions humaines. Maintenant, vous devez faire évoluer votre intelligence et votre façon d'apprendre va évoluer, mais sachez que la machine ne remplacera pas votre savoir et votre façon d'apprendre. Ça change quand même le statut du professeur, le regard aussi de l'élève
vers son professeur? Alors oui, clairement, il y a une évolution en fait par rapport à cet outil. Le rôle du professeur va être justement de développer la réflexion et non plus le simple apport de la bonne réponse. C'est ça. À partir de quel moment je vais me tourner vers lui en fait pour avoir une réponse, pour savoir? Alors déjà, il peut y avoir plusieurs étapes. Moi, dès novembre, finalement, quand l'outil est apparu, j'ai présenté l'outil à mes étudiants en leur disant, voilà, il y a un super outil. On parlait d'intelligence artificielle. Il y a un super outil. Je vais vous montrer et je vais vous en montrer d'emblée les limites. Et en fait, il y a tout un tas de cas de figure où finalement l'outil va se retrouver en grande difficulté parce que c'est un outil qui ne comprend pas ce qu'il dit. C'est une fois encore une approche statistique de la construction d'un texte. Et donc du coup, en fait, c'est assez facile de montrer aux étudiants que cet outil va pas être un outil pour fournir une solution prête à l'emploi. En revanche, c'est un outil, et ils le disent eux-mêmes, ils m'en ont parlé en ces termes-là, c'est un outil qui va permettre d'assister la réflexion et d'accompagner la réflexion. C'est quelque part, finalement, un tiers supplémentaire dans la relation prof-élève, puisqu'on pourrait avoir un expert, alors avec tous les guillemets qui vont bien, qu'est ChatGPT pour pouvoir justement déclencher cette interaction. Un expert qu'il faut apprendre aussi à corriger, à critiquer. Mais comme tout expert. En fait, c'est pas parce que c'est un outil que la position intellectuelle doit être différente. Et justement, c'est un point assez clé. On a toujours appris à nos étudiants, avec l'arrivée d'Internet, les moteurs de recherche, à aller trianguler les sources, à aller critiquer tel ou tel point de vue. Là, finalement, l'approche est exactement la même. On peut positionner cet outil comme un élément de réflexion avec lequel on va pouvoir échanger. La vraie difficulté, c'est que ChatGPT, Bard et autres donnent finalement des vérités et des contre-vérités avec le même degré d'assertivité. Et c'est bien là où, on le disait tout à l'heure, face à cette intelligence artificielle, il y a besoin de redoubler d'intelligence humaine, d'esprit critique, d'aller challenger en fait les réponses de l'outil. Moi, pour compléter ça, et je suis très aligné sur ce que vient de dire Alain, la première chose, je crois qu'il faut que les professeurs fassent confiance aux élèves. On est dans un monde où aujourd'hui les plus anciens apportent la sagesse, la transmission des savoirs, mais ceux qui vont apporter l'usage et l'innovation, ce sont bien entendu les jeunes. Donc les jeunes, il faut leur faire confiance. Deuxième chose, si on prend un peu plus de recul entre ChatGPT et tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde des jeunes, je crois que le vrai danger, c'est pas tellement l'IA générative, c'est plutôt l'économie de l'attention qu'ils ont dans leur quotidien, dans les réseaux sociaux. On peut parler à certains GAFA chinois ont eu quelques difficultés avec leurs algorithmes, où on sait que ça génère beaucoup d'emprise sur la captation de l'attention de nos jeunes. Je veux dire que le vrai enjeu, le vrai risque, il est là. ChatGPT, l'IA générative, c'est un nouveau monde qui est en train d'arriver. Et moi, je dis, faisons confiance à nos jeunes, c'est eux qui nous montreront le chemin. Et ça peut être un outil d'apprentissage. C'est un outil d'apprentissage. C'est un outil d'apprentissage. Mais c'est un outil. Oui. C'est une calculette. C'est une nouvelle façon de commander un savoir. Pas une intelligence, ça il faut le redire, en tout cas c'est mon point de vue. Alors c'est effectivement un outil. Alors contrairement à la calculette, en fait la calculette, on va lui rentrer... Parce que la calculette, je veux bien le parallèle, mais là on est face à un outil qui va évoluer très 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 vite quand même. Et qui est une boîte noire au départ. Et en plus, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. On ne sait pas quel résultat va sortir. Et surtout le modèle de données, c'est-à-dire qu'une fois encore, le modèle de données, comme c'était évoqué, s'arrête à décembre 2021, donc il y a plein de choses qu'on peut ajouter. Il a probablement été entraîné majoritairement sur des données anglo-saxonnes, ce qui fait que si on veut explorer des choses plus liées à notre culture française, l'outil n'est pas adapté. Et contrairement à une calculatrice, où finalement on va rentrer dans une calculette des formules et une compréhension quelque part de l'abstraction. Là, on va rentrer dans l'outil des prompts. Et j'ai écrit pas plus tard que ce matin un article sur justement ce qu'on appelle l'art du prompt ou le prompt engineering. On voit bien qu'il y a encore énormément d'apprentissage à faire pour soi-même, pour bien maîtriser la capacité de cet outil à apporter une réponse. Et c'est là où il y a un vrai rôle des pédagogues et de l'école pour accompagner l'usage de ce type d'outils qui va se généraliser. Et Marie-Christine Levet, sur ce plateau la semaine dernière, disait ChatGPT, c'est dire quoi, qui, répondre à ces questions dans un devoir. Elle ne sait pas expliquer le pourquoi et le comment. Donc c'est là-dessus qu'on peut travailler aussi en classe ? Alors oui, parce que typiquement, ça devient un allié pour la pédagogie à partir du moment où on ne fait pas réfléchir les étudiants sur, par exemple, produire un mémoire ou produire une dissertation, mais si on les fait réfléchir sur l'évolution des versions de ce mémoire ou de cette dissertation. Et là, du coup, finalement, qu'ils utilisent ChatGPT ou pas, peu importe, puisque en fait l'objet de la réflexion, c'est
justement la réflexion elle-même de l'apprenant. Et donc, en ces termes-là, effectivement, c'est un allié. Après, ChatGPT, vous pouvez le planter très rapidement. Ouais, un mot de conclusion, je vais vous demander. Avec tout simplement, quand vous lui demandez, la maman de Paul a 3 enfants, Pierre, Jacques et Marie, à 4 enfants, pardon, quel est le prénom du 4e enfant? L'outil va vous répondre, je ne sais pas, c'est pas écrit dans le texte. Donc voilà, ça reste un outil qui reste encore très bête par rapport à l'intelligence humaine. Guillaume, un dernier mot? Moi, je dirais ChatGPT dans l'éducation, c'est pas tellement l'art d'avoir la réponse, c'est l'art de poser la question. Merci beaucoup à tous les deux. Vous êtes très optimistes et c'est bien, vous nous donnez des clés sur la manière dont on peut s'emparer véritablement de cet outil qui, de toute façon, est incontournable aujourd'hui. Alain Goudet, Neoma Business School, Guillaume Leboucher, Fondation de l'IA pour l'école. On se retrouve juste après la pause. On va dresser le portrait d'une femme entrepreneur dans la tech. Deuxième partie de Smart Tech, votre émission quotidienne sur le numérique et l'innovation que vous regardez sur la chaîne Bismart ou que vous suivez en podcast aussi, je sais. Alors, et restez avec moi en plateau pour cette deuxième partie. Alain Goudet, qui est directeur général adjoint en charge du numérique et professeur de marketing à la Neoma Business School. On a parlé ensemble des enjeux de l'IA qui arrivent à l'école et dans l'enseignement supérieur également. Et maintenant, c'est le moment de notre rendez-vous avec elle, avec des femmes entrepreneurs dans la tech. Et c'est à chaque fois Olivia Strigari qui nous offre ces jolis portrait. Olivia Strigari, cofondatrice des Informels. Bonjour Olivia. Bonjour Delphine. Notre femme du jour s'appelle Salma Kabaj. Tout à fait. Salma Kabaj, c'est la CEO et cofondatrice d'Impact Lab, qui est un accélérateur d'innovation basé au Maroc, à Casablanca. Qu'est-ce qui vous a donné envie de nous parler d'elle ? Écoutez, en fait, c'est à la fois son parcours riche avant de monter Impact Lab, très ouvert à l'international parce qu'elle est née à Rabat, donc elle est marocaine d'origine. Elle part faire ses études à Montréal, où elle découvre la vie cosmopolite de McGill, où elle fait des études en économie et finance. Puis elle part à la London School of Economics à Londres. Et à l'issue de ça, elle rentre dans un cabinet qui s'appelle Oliver Wyman, qui est spécialiste dans la stratégie des entreprises déployées à l'international. Elle va découvrir un parcours riche professionnellement, à la fois parce que la structure hiérarchique est très flat et donc les consultants sont très autonomes, et à la fois aussi très internationale parce qu'elle va avoir des échanges professionnels avec tous les continents. Elle va aux États-Unis, en Corée, au Brésil, évidemment elle parcourt l'Europe. Elle s'essouffle un peu au bout de 3 ans et elle se dit j'ai envie de renouer avec le Maroc, j'ai envie de retourner au pays, donc elle va passer 3 mois off. Et finalement, elle va trouver un job. Elle va rentrer dans un fonds d'investissement doté de 150 millions d'euros qui s'appelait à l'époque Cantara, qui était géré par la Société Générale, où elle va passer 8 ans à suivre des entreprises qui vont investir. Mais elle se dit, au bout de quelques temps, qu'elle est un peu frustrée, alors qu'elle a travaillé toute sa vie dans la finance jusqu'à présent. Elle est un peu frustrée parce qu'elle travaille sur beaucoup de dossiers, mais peu aboutissent. Donc elle a un problème d'impact dans son travail quotidien. Et c'est là où elle va faire la rencontre du cofondateur en fait, d'Impact Lab, Liet Zniber, qui va lui parler justement de sa vision d'entrepreneuriat, de sa vision de financement auprès des entreprises. Et lui, il a déjà établi un petit peu le plan de route et la stratégie d'Impact Lab. Et elle va le rejoindre en 2015. Donc, ils sont tous les deux cofondateurs. Et Impact Lab, qu'est-ce que c'est ? C'est à la fois un accélérateur et un incubateur. Incubateur pour les startups, donc ouvert sur toute l'Afrique. Évidemment, elle explique que le tissu marocain des entreprises et des startups est plus dense et plus riche. C'est aussi pour ça qu'elle est implantée au Maroc. Mais elle va s'étendre vraiment et elle va accompagner les entreprises dans toute l'Afrique, dans tous les pays africains. Et à la fois un accélérateur parce qu'elle va aussi accompagner ces startups auprès des grandes entreprises. Et c'est aussi, elles font aussi un travail de consulting d'innovation auprès des grandes entreprises qui ont besoin de s'adapter au marché, de découvrir de nouvelles pistes d'exploration et aussi de couvrir des nouveaux marchés en Afrique. Voilà, donc elle est à la croisée des chemins. Et elles accompagnent tout type d'entreprises dans tout type d'industrie au départ. Elle s'est recentrée dernièrement sur 4 axes qui sont très présents en Afrique aujourd'hui. La mode, l'agrotech, pour les enjeux qu'on imagine, la fintech et la santé, évidemment. Voilà, donc elle accompagne des startups comme Sand to Green qui vont travailler dans l'agrotech pour régénérer les sols. Voilà, donc des startups qui vont vraiment, avec les enjeux climatiques aujourd'hui qu'on connaît, les enjeux d'alimentation en Afrique qui sont très présents, accompagner ces startups dans leur déploiement,
Dans la santé, ça peut être une entreprise de prothèses qui s'appelle Cure Bionics, par exemple, qui va faire des prothèses accessibles pour le marché africain, ou d'autres startups qui vont accompagner les flux de médicaments et la gestion des stocks et des flux de médicaments dans tous les pays africains. Voilà, donc c'est des entreprises importantes et un déploiement en innovation très important. Elle est très heureuse aujourd'hui, évidemment, de ce job, de cet accélérateur qu'elle a déployé. Ils ont accompagné jusqu'à 250 entreprises depuis la naissance d'Impact Lab. Aujourd'hui, ils sont sur une vingtaine de startups accompagnées aujourd'hui, et elle rejoint aussi à la fois son désir d'impact, mais à la fois aussi son désir d'entreprise et de pérennité en fait de l'entreprise à travers une vraie croissance, puisque l'accompagnement des grandes entreprises lui permet aussi de financer son activité au quotidien. Merci beaucoup. Olivia, je voulais juste qu'on dise un mot des informels. Oui, tout à fait. Notre invité en plateau, justement, parlait de la féminisation de la tech, qui est un enjeu important. Quelles sont les dernières news du média Les Informels? Alors, Les Informels, en fait, on a deux nouveautés. C'est qu'on on se lance dans le podcast. On lance à la fois un podcast qui s'appelle Vue du Monde, qui va être basé sur l'actualité hebdomadaire des femmes et de carrière des femmes. Et par ailleurs, un deuxième podcast avec des échanges avec des femmes entrepreneurs ou chefs d'entreprise qui va s'appeler Entreprendre autrement. Ce sont évidemment des entreprises qui ont basé toute leur stratégie et leur déploiement sur les bases de la RSE. Donc à la fois dans le recyclage, l'écologie et les enjeux sociétaux d'aujourd'hui. Merci beaucoup Olivia Strigari, donc cofondatrice du média Les Informels. Si vous cherchez des rôles modèles pour faire des interventions dans votre business school et les inciter à se lancer dans l'entrepreneuriat, vous avez un beau vivier. Merci beaucoup. Juste après, c'est notre chronique Où va le web ? Dans cette séquence, on va vous parler de NFT à nouveau. Où va le web ? Il va vers les NFT visiblement. C'est Sorare qui vient de gagner la première ligue, nous dit Eva. La première ligue britannique débarque sur Sorare. Ce partenariat, la start-up française en rêve depuis sa création. Ce sont les mots du PDG. Il est vrai qu'avec un championnat de ce calibre, elle creuse un peu plus son empreinte sur le football mondial. Les joueurs de la première ligue anglaise arrivent donc ici en NFT, des NFT sous forme de cartes sportives. Elles représenteront les joueurs des 20 clubs de la Première Ligue, parmi eux Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Bukayo Saka ou encore Harry Kane. Sorare, vous savez comment ça marche, c'est un jeu de fantasy. Il permet de collectionner des cartes virtuelles de joueurs. Vous composez votre équipe et vous recevez des récompenses en fonction de leur performance réelle en championnat. Il devenait donc difficile de ne pas détenir dans son catalogue des joueurs de cette dimension. Ce championnat de football, en plus, c'est surtout le plus suivi du monde, diffusé dans 880 millions de foyers dans 188 pays par 90 diffuseurs et plus de 400 chaînes. Et les droits TV parlent pour eux-mêmes. Ceux de la Première Ligue s'élevaient à 3,5 milliards d'euros la saison dernière. Malgré la forte baisse du marché des NFT en 2022, le monde du sport, vous le voyez, continue d'adopter les actifs numériques et la manière dont les supporters suivent leur équipe et leurs joueurs ne cesse d'évoluer. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous suivre. On se retrouve évidemment dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Bonne journée à tous.